Asseyez-vous. Merci. Bonsoir, Monsieur Puigdemont. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, ça dépend de la circonstance, mais je préfère être ici, parlant à vous, en liberté, qu'être en prison. Ah, oui, mais à l'autre côté, notre ministre de Flandre disait quand on déclare l'indépendance, on ne peut pas abandonner son peuple. Vous l'avez fait. Mais non, justement, je suis ici, justement pour ne pas abandonner et laisser les peuples catalans, les institutions, sans l'opportunité de défendre leurs droits, de revendiquer la légitimité de notre gouvernement, de notre Parlement, de notre mandat démocratique. Et la seule façon de pouvoir le faire, c'est dans la liberté, ce n'est pas dans la prison espagnole. Oui, parce que vos collègues, les autres ministres, ils sont en prison. Pas tous, il y a 4 ministres qui sont ici à la Belgique. Et eux sont en prison, oui, et sont de façon complètement injuste à la prison. Enfin, ils ont été coupables d'avoir accompli ce qu'ils ont promis, ce que nous avons promis au Parlement et aux élections de 2015, lorsqu'on s'est présenté avec un programme, on nous disons clairement qu'on va finir pour proclamer l'indépendance. Monsieur Puigdemont, vous venez de dire je ne veux pas être en prison, mais le lundi, c'est bien possible que les ex-ministres seront en liberté. Vous auriez pu être en liberté aussi à ce moment-là, au lieu d'être ici, à Bruxelles. Oui, écoutez, ils sont entrés en prison pour des raisons politiques. Et si finalement ils vont être relâchés, c'est parce que c'est absolument insoutenable qu'il y a des élections avec une grande partie des candidats en prison. Donc c'est un peu pour la honte de la situation que si finalement sont relâchés, l'Espagne ne peut pas soutenir que ce seront des élections avec toutes les garanties, avec des candidats en prison ou dehors. Mais vous avez quand même violé la Constitution. Ça dépend parce qu'il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle vient de déclarer complètement constitutionnelle la réforme du règlement du Parlement catalan que jusqu'à présent tout le monde a présenté comme une sorte d'aberration constitutionnelle et finalement. Donc on a vu qu'on a actué complètement d'accord avec un mandat constitutionnel. En plus, il y a quelque chose qu'il faut retenir. La Constitution, ce n'est pas cause d'un ou deux articles. Tout le monde évoque l'article de l'unité de l'Espagne, etc. Mais il y a des autres articles qui parlent aussi des droits fondamentaux dans une démocratie. Le droit à la liberté d'expression, par exemple. Et les droits. Mais vous êtes quand même libre pour vous exprimer. Ici, oui. En Espagne aussi. Mais non, parce que si j'étais en prison, je pourrais dire rien. Donc, ici, je suis. Pas pour des déclarations, pour des actes politiques. Mais non, mais exactement. Donc, c'est finalement. Ça, c'est la vérité. Il y a des ministres catalans qui sont en prison parce qu'ils sont des criminels ou ils sont. Coupables d'un réseau de prostitution, de trafic d'armes, etc. Non, non, ils sont en prison par leurs décisions politiques. Et ça, c'est complètement contraire à la Constitution espagnole. Oui, mais Amnesty International disait que ce ne sont pas des prisonniers politiques. Et bon, je crois qu'il y a les précédents. Quand même. Non, les précédents, les différents incarcérés à tout le monde qui ont été des prisonniers politiques, de point de vue de la constitution de leur pays, n'étaient pas considérés des prisonniers politiques. Mais tout le monde sait, connaît, par quelle raison mes collègues sont en prison. Et clairement, ils sont en prison parce qu'ils sont arrivés au pouvoir à partir d'une élection complètement libre, dans laquelle il y a eu le taux de participation le plus haut de l'histoire des élections régionales en Catalogne, le plus haut. Et il y avait un mandat clair. Donc, c'est parce qu'ils ont été fidèles à ces contrats, à cet engagement avec la population, qu'ils sont en prison ou des autres, nous devons être dehors de chez nous. Mais vous n'avez pas la majorité. Vous n'avez que 48% des voix. Ça dépend. La majorité dans le Parlement, qui l'a fait? Qui approuve les lois dans le Parlement?
la majorité. Vous avez eu la majorité des Donc, sièges, mais vous n'avez pas eu la majorité des Mais voix. Mariano Rajoy n'a pas la majorité aussi de la population. Et quand même, il a complètement effacé les mandats populaires du 27 septembre 2015. Donc avec quelle légitimité? Finalement, les lois dans un parlement, dans un système parlementaire, les font les députés, les parlementaires. Mais je suis intéressé aussi de remarquer une autre donnée. C'est vrai, ce que vous disiez, il y a 48% de gens qui ont voté de façon explicite des listes pour l'indépendance. C'est quand même pas assez, parce que vous avez vendu ces élections comme un plébiscite. Non, il faut la deuxième partie de ces données. C'est que les partisans qui ont voté par des candidatures qui sont explicitement contraires à l'indépendance n'ont arrivé à 40%. Parce qu'il y a un autre parti qui clairement s'est dit dans la campagne électorale, clairement, je ne vais pas dire si je suis pour ou contre l'indépendance et je demande que personne ne compte nos voix dans le champ de oui ou le champ de non. Donc il faut, si on veut être honnête intellectuellement et politiquement, dire il ne faut pas mélanger cette partie de vote des Catalans. Mais qu'est-ce que vous dites? Que vous avez la majorité? Bien sûr, parce que si on comptait les oui et les non, c'est clairement, et finalement, je suis disposé à perdre un référendum. S'il y a certainement l'idée dans le gouvernement espagnol qu'il n'y a pas majorité, donc je suis absolument disposé à le comprouver dans un référendum accordé. Mais 48% des votes en 2015, est-ce que c'était vraiment assez pour continuer avec un projet tellement drastique? Oui, écoutez, le Scottish National Party, lorsqu'il a gagné les élections, il n'a pas arrivé à 48%. Il n'a pas arrivé. Et quand même, M. Cameron a compris qu'il avait un mandat du peuple de l'Écosse pour organiser un référendum. C'est faux. C'est évident qu'il y a un problème. C'est évident qu'il y a une grande partie de la population qui veut voter. Parce qu'à côté de ces chiffres de personnes qui se sont exprimées clairement pour l'indépendance, il y a un autre, plus haut, presque 80% de gens en Catalogne qui sont d'accord à régler ces problèmes avec un référendum. Et parlons de votre projet d'indépendance. Pourquoi est-ce que c'est tellement nécessaire, disons, la Catalogne est une région prospère, riche. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour un professeur, une infirmière dans une république indépendante? Bon, le dire en 4 minutes, ce n'est pas facile, mais je vais souligner quelque chose aussi qu'il faut retenir. Ce n'est pas le premier projet qu'on a mis sur la table. On vient des années d'un échec de la réforme de nos rapports avec l'Espagne à partir de la révision de ce qu'on appelle le statut d'autonomie. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre qu'il n'y avait pas un chemin de prospérité dans l'Espagne. Pourquoi ça? D'abord, les lois du Parlement catalan, qui sont approuvées à la majorité, à une large majorité, et dans le cadre des compétences de ces statuts, sont de façon systématique portées à la Cour constitutionnelle, que de façon automatique les suspend. Parce qu'il y a... C'était le cas avec le PP au pouvoir, mais Mariano Rajoy n'est pas là pour l'éternité. Non, mais c'était avec les concours des partis socialistes qu'il a approuvé les 155. Et c'est avec les partis socialistes qu'il a coupé les statuts d'autonomie qu'on a voté en référendum. Le Parti socialiste avait approuvé la nouvelle autonomie aussi. Hein. Ah, oui, mais il a approuvé avec des... Enfin, je me souviens d'un leader socialiste au Congrès espagnol qui a été fier d'avoir coupé un morceau, je ne sais pas comment le dire en français, c'est le cepillo, dans notre loi. Il ne faut pas oublier que la loi du Parlement catalan, la loi du statut a été approuvée par le Parlement catalan, a été approuvée par le Parlement espagnol, a été approuvée par un référendum, et finalement a été coupée par une Cour constitutionnelle à 12 membres politisés. D'accord, mais qu'est-ce qui changera concrètement pour les citoyens catalans? Et bien sûr, il y aura la possibilité de faire les lois qu'on veut approuver et qu'on porte un programme électoral. Il y aura la possibilité, qu'on n'a pas toujours, même qu'on n'a pas maintenant, de gérer notre propre ressources économiques et fiscales. Mais vous avez presque les mêmes compétences qu'en Flandre.
Je ne connais pas exactement Non, c'est le presque système les mêmes, c'est flamand, presque les mais... mêmes. Sur l'autonomie fiscale? Non, en fait, Sûrement. je crois que la région de la Flandre a le droit, par exemple, d'avoir des rapports internationaux avec des autres pays. Il peut faire des accords commerciaux avec des autres pays. Et moi, la dernière fois que j'ai essayé de faire ça, justement avec le gouvernement de la Flandre, la diplomatie espagnole a interdit mon Mais est-ce voyage que au ça va Maroc. changer la vie pour les Ah, Catalans? bien sûr. Bon, il y a un chiffre annuel de 16 milliards d'euros qu'on paye et qui ne retournent pas. On a demandé à plusieurs reprises d'arriver à un accord fiscal, parce que c'est presque les 8% de notre produit intérieur brut. Mais vous êtes le moteur de l'Espagne. Oui, On a besoin de vous. Mais on peut, si on continue comme ça, on peut cesser d'être le moteur d'Espagne. On dit que c'est insoutenable, qu'on ne peut pas gérer la richesse qu'on crée, que l'investissement du gouvernement espagnol soit moins de 10%. On est le 16% de la population espagnole, 16%. On est presque les 19% de la richesse. Mais le On est gouvernement 25 dit que toutes les régions sont égaux. Non, mais ce n'est pas vrai parce que si vous prenez la classification, l'ordre des régions qui ont une contribution des impôts et vous la comparez avec la relation après les répartitions, donc on est à la 3e position, on chute à l'11e position. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas le principe d'ordinalité que par contre est approuvé dans le système constitutionnel. C'est peut-être un système de solidarité. Mais c'est une solidarité inégale. Parce que finalement, il y a des investissements per capita qui sont mieux dans des autres régions que dans notre. Et nous avons aussi des besoins énormes pour soutenir notre économie, notre société. Mais la solidarité n'a pas empêché la Catalogne d'être riche et prospère. Mais non, on veut être solidaire. On a dit toujours, lorsqu'on a proposé l'accord fiscal avec Madrid, lorsqu'on a fait le nouveau statut d'autonomie, même lorsqu'on parle des conditions d'indépendance, on a dit on veut continuer à être solidaire avec l'Espagne. Mais la solidarité doit être un accord. Il ne faut pas imposer. Il faut arriver à un accord, parce que ce n'est pas possible qu'il y ait des régions qui reçoivent de l'argent que puissent arriver à une dépense per capita supérieure à ce qu'on peut faire. Votre combat, c'est une question de l'argent. Il y a une partie que c'est de l'argent, mais ce n'est pas la seule question de l'argent, parce que si on dit que c'est une question de l'argent, on apparaît comme des égoïstes, des personnes qui ne veulent pas contribuer au développement de régions plus pauvres. Et on dit non, on veut continuer à collaborer. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on demande de respect. Si finalement, on croit... Oui, respect pour ce qu'on a approuvé. Parce que le statut d'autonomie a été voté en référendum. On a suivi l'accord constitutionnel. On a été impeccable. Et finalement, la décision du peuple catalan a été pas respectée. La Catalogne, c'est la seule communauté autonome espagnole, la seule qui a un statut d'autonomie qui n'a été pas voté par leurs citoyens. Donc c'est ça le respect. Et donc on a demandé de s'asseoir, de parler, que l'État espagnol puisse reconnaître qu'il s'agit d'un problème politique important et qu'on doit parler de la politique, on doit faire de la politique. Avec un gouvernement socialiste, par exemple, ça aurait été, dans le futur, ce serait encore possible de parler de plus d'autonomie. Est-ce que c'est vraiment plus question de ça? Il n'y a plus question de ça? Écoutez, le Parti socialiste a voté ce qu'on appelle le coup d'État de 155. Donc, va être énormément difficile, premièrement, envisager une majorité politique du Parti socialiste en Espagne qui est en chute libre maintenant. Deuxièmement, qu'il puisse y avoir un accord avec des gens qui ont participé directement de la liquidation de notre institution. Ils défendent l'état de droit. Oui, mais moi aussi, défendre l'état de droit, surtout à partir du 1er octobre. Est-ce que c'était une montre d'état d'ordre, la violence qu'on a vue le 1er octobre? Non. Mais M. Rajoy a souvent dit que le référendum ne pouvait pas passer. Mais vous le savez. Mais il l'a passé quand même. Il l'a passé parce que finalement, qui font le référendum? Les gens, les citoyens. Et il y a eu plus de 2 millions de personnes qui ont voté pour l'indépendance. Sur 7. 2 millions de personnes. Je veux remarquer quelque chose d'important aussi. Le nombre de Catalans qui ont voté pour l'indépendance le 1er octobre a été supérieur à le nombre de Catalans qui ont voté pour le statut de l'autonomie.
Et finalement, c'est très dur à dire, monsieur, parce que les urnes sont prises. Il n'y a personne qui sait exactement combien de gens sont allés voter. Et on a fait tout le travail pour être rigoureux et pour pouvoir montrer la façon impeccable dont on a agi, même s'il y a eu une pression énorme pour exercer en fait quelque chose que c'est quand même un événement démocratique et qu'à partir de 2005 n'est pas non plus un délit pénal en Espagne de faire un référendum sur l'indépendance. Il y a quelque chose que toujours je ne comprends pas. La proclamation de l'indépendance, c'était un acte sérieux ou c'était un acte symbolique, votre proclamation? Bon, il peut y avoir des actes symboliques qui sont sérieux, surtout en démocratie. Mais c'est oui ou non? Oui. Parce que la démocratie aussi, c'est formel. On était conscient que s'il n'y avait pas la collaboration d'un État, s'il n'y avait pas la reconnaissance de l'État espagnol qu'il y avait un problème politique, ce serait difficile de commencer une négociation pour la transition nationale. Mais quand même, on devait parlementariser, mettre au Parlement les résultats du 1er octobre. À partir de là, on devrait faire de la politique. Et c'est ça qu'on attendait. On n'attendait pas cette vague d'incrimination, de répression. On attendait de souligner qu'il y avait un problème politique énorme que tout le monde peut voir et que ça demande de la politique. Ça ne demande pas du procureur général, de la justice, des policiers. Ça demande le courage de la politique. Vous avez sous-estimé la réaction de Madrid, je suppose. Peut-être il y a eu... Alors, mais d'abord, je voudrais encore une fois demander, alors c'était un acte symbolique? Il y avait quelques bien de symbolique et il y avait quelques de politique. Parce que bien évidemment, on était dans un Parlement. Et le Parlement a recueilli un mandat. Et il y a eu un gouvernement, moi, comme président, et le reste des ministres, qui ont décidé pour commencer à déployer la loi de la transition nationale, il faudrait des conditions qui ne se sont données dans ces moments. Parce qu'il y avait bien sûr une réaction énorme de l'État. On a cru que même si l'État était furieux contre l'idée de l'indépendance, même un État après 40 ans de démocratie aurait compris que s'il y a une idée, une volonté d'une partie de la population, sa obligation, c'est de reconnaître les problèmes politiques et d'en parler. Alors la proclamation de l'indépendance, c'était un cri envers Madrid. Rien que ça. Pardon? C'était un cri. Pour avoir rien que ça. Ce n'est pas si simple que ça, non. C'est l'expression de la volonté de notre citoyen. Mais je dis à plusieurs reprises, beaucoup avant le 1er octobre, qu'on n'avait pas un bouton de l'indépendance. On n'est pas si naïf que ça. On sait que c'est un procès long, c'est un procès qui demande beaucoup de temps et qui demande négociation et parler et faire politique. Et on a dit clairement, on n'a pas un bouton pour devenir indépendant de façon automatique. Ça, c'est irréel. Mais quand même, on veut reconnaître combien de Catalans veulent commencer ce chemin et combien non. Et à partir de ça, faire de la politique. On attend toujours, pour faire de la politique, un message de la population. Il faut écouter, même si ce message peut être contraire à ce que dit la Constitution. Je peux poser un exemple. S'il y a quelques jours un parti espagnol républicain qui gagne les élections et qui a une majorité de population qui veut être une république, est-ce que va être inconstitutionnelle la proclamation de la République? De façon technique, oui. Mais il aura un mandat populaire pour faire évident. En France, en Espagne, dans le pays entier, mais pas dans une région. Oui, mais on parle de notre situation, mais quand même, si l'État espagnol avait la volonté de régler la question avec une votation dans toute l'Espagne, on a été disposé à écouter. Et le problème, c'est que ni le Parti socialiste, ni le gouvernement espagnol, lorsqu'on lui demandait est-ce que vous avez un projet espagnol pour la Catalogne? Est-ce que vous avez eu un projet? Est-ce que vous avez eu un plan? Ah, mais oui. Mais oui, bien sûr, on a
dépensé beaucoup de temps à préparer ce qu'on appelait les structures d'État, mais bien Alors sûr... vous n'êtes pas surpris? Par exemple, vous avez mentionné tantôt que une des buts, disons, de vouloir d'indépendance, c'est renforcer l'économie. Mais après la déclaration d'indépendance, il y a eu des conséquences assez graves pour votre région. 3 000 entreprises qui ont déménagé leur siège social, mais il y a d'autres chiffres qui ne sont pas bons aussi. Par exemple, vente des magasins moins 30%, et par exemple, le secteur touristique à Barcelone craint une chute de 40% pour les réservations pendant les vacances de Noël. Et jusqu'au présent, jusqu'au 1er octobre, pendant ces derniers 7 ans qu'a commencé ce processus d'indépendance, et que le gouvernement a été géré par des forces souverainistes, l'économie a atteint le record de croissance, d'exportation, d'investissement étranger. Depuis quand? Donc, depuis ces derniers 7 ans, et de façon particulière dans le dernier 4 ans. D'accord, mais la déclaration n'a pas... Ça veut dire qu'à partir de la violence de l'État, à partir de l'intervention de l'économie du gouvernement catalan, à partir d'un décret du gouvernement espagnol qui permet les changements de siège sans l'accord des propriétaires, uniquement par les conseils d'administration, ils sont partis. Changement de siège, ce n'est pas le changement du centre de décision, ce n'est pas le changement des usines, Ça peut c'est encore pas le venir. changement... Ça peut encore venir, Mais à long terme. et peut-être juste au contraire. Ça a été là, à partir du moment que l'État espagnol a écarté les institutions de la Catalogne, qu'il a commencé à y avoir ces problèmes économiques. Il y a Mais c'est une guerre pas mal économique. de chefs d'entreprise qui ont dit que c'était à cause de la déclaration d'indépendance. Il y a pas mal aussi de chefs d'entreprise qui m'ont dit qu'ils ont des inspections fiscales si ils collaborent avec les processus d'indépendance. Ce n'est pas une lutte égale. Vous savez, il y a un État qui est disposé à tout. À la violence face à les caméras internationales, et aussi à la guerre économique. Mais c'est complètement sans aucun sens. Parce que finalement, si l'État avait provoqué une réaction économique à la Catalogne qui va être contre tous les citoyens, finalement, ça aura des conséquences par l'Espagne et aussi par l'Europe. Et ce n'est pas intelligent de démarrer une guerre économique en Catalogne. Ce n'est pas intelligent. Parce que finalement, la Catalogne continue à être une région énormément puissante du point de vue économique. Et l'Espagne, l'Europe, a besoin d'une Catalogne forte. Et tant qu'elle a été gérée par les forces indépendantistes, a été la plus forte, a été l'une des régions les plus riches et avec les taux de croissance les plus importants qu'il y a eu au sud de l'Europe. Mais peut-être vous êtes allé trop loin en déclarant l'indépendance. Ah mais non, parce qu'on a allé loin, exactement loin comme veut la volonté de la majorité. Si finalement on doit gérer le pays pour les intérêts particuliers, je crois qu'on ne fait pas de la politique, on ne fait pas de la démocratie. Je dis encore une autre chose. Est-ce que n'est pas énormément négatif pour l'économie catalane que le corridor méditerranéen ne puisse parcourir, les investissements ne sont pas exécutés et que ces 16 milliards d'euros sont partis chaque année? Est-ce que ça n'est pas véritablement un problème pour l'économie catalane? Mais oui. Donc il y a chacun, depuis longtemps, qu'on voit comme chaque année, les investissements de l'État sont en chute. Il n'y a pas un compromis, un engagement pour accomplir ce qu'ils ont prévu, même dans leur budget officiel approuvé. Donc ça a un préjudice ou non pour l'économie? Bien sûr. Alors vous dites que les entreprises sont parties parce que Madrid a réagi tellement fort. Ce n'est pas votre faute qu'ils sont partis. Mais non, parce que lorsqu'on a été responsable de notre administration, ils ne sont pas partis. Ils sont restés là. En plus, il y a eu le taux d'investissement. Il y avait beaucoup qui sont partis avant le référendum. Mais ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. Avant la proclamation de l'indépendance. Non, parce que les données sont publiées. On peut aller, pas à données qui publient les gouvernements catalans, on peut aller données qui donnent l'État espagnol. Mais ils sont partis aussi parce que vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas du monnaie catalan, vous n'avez pas une banque centrale, les tarifs internationaux, personne ne savait ce qui allait passer. On peut comprover si
l'indépendance peut affecter ou non de façon négative lorsqu'on a été reconnu. Si à partir de la reconnaissance de la République catalane, les entreprises décident de partir, alors on peut dire oui, il y a une réaction négative à la progression de l'indépendance. Mais ça n'a pas passé. Au contraire, c'est justement dans les moments dans lesquels l'État espagnol a pris le contrôle de notre pays qu'il y a un soupçon sur l'avenir. Parce que le gouvernement catalan, le gouvernement espagnol, le Parti populaire, en Catalogne, représente moins du 9%. Alors, vous dites que toutes les entreprises ou la majorité des entreprises sont parties après que Madrid a pris la gestion. Okay. Et a démarré une réunion économique pour souligner que l'indépendance, c'est très mauvaise par les intérêts économiques. Passons à l'Europe, peut-être. Vous avez dit à plusieurs reprises que l'Europe vous a déçus. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être une surprise, par exemple, que l'Union européenne défend l'État de droit, par exemple, ou que l'Europe nous soutient plutôt les évolutions que les révolutions? La politique du fait accompli, l'Europe n'aime pas ça. Ça ne marchera pas ici à Bruxelles. Non, je dis pas, la réduction des headlines, je ne dis pas l'Europe. Ce sont des institutions européennes. L'Union européenne, oui. C'est différent parce que pour moi, l'Europe, c'est ma patrie, en fait. Non, les institutions, je pensais, passent à propos de l'indépendance, mais à propos de la Carte des droits fondamentaux. Parce que finalement, c'est évident que les droits fondamentaux se sont complètement violentés chez nous. Et j'attendais que sur ces sujets, parce que oui, c'est un sujet européen, parce que c'est un engagement obligatoire de cumplir par les États, qu'il y aurait quand même un souci de l'Europe pour ce qui se passe à des citoyens européens. On est 7,5 millions de citoyens européens. Est-ce qu'il n'y a rien à dire à propos de la Carte des droits fondamentaux, ce qui s'est passé le 1er octobre? Est-ce qu'il n'y a rien à dire qu'un gouvernement qui a été élu par un parlement légitime... Je crois qu'ils ont condamné la violence. Mais quand on a demandé de dire quelque chose à partir de l'arrestation d'un gouvernement et de la dissolution d'un parlement qui a été, j'insiste, élu par la plus grande majorité de l'histoire des élections en Catalogne, il n'a pas fini son mandat. Et quand même, il faut examiner la constitutionnalité de cette décision. Il faut examiner. Parce qu'il n'y a aucune loi, même dans la Constitution, que puisse donner les pouvoirs au gouvernement espagnol pour faire ce qu'il fait maintenant. Et donc, quand il y a une contradiction flagrante entre des droits démocratiques fondamentaux, on n'attendait pas sur la reconnaissance de l'indépendance, parce qu'on n'avait pas aucun espoir de reconnaissance européenne, mais sur cette violence politique sur les droits fondamentaux en Catalogne, qu'on attendait quelques réactions des institutions européennes. Les autres pays membres, ils n'aiment pas cette aventure. Oui, ce n'est pas seulement les institutions. Il n'y avait pas de soutien non plus en France, en Allemagne. Ça a été comme ça dans tous les cas précédents des indépendances. Si on regarde ce que disait le leader européen dans les antérieures indépendances, c'était exactement le même. Et c'est pour ça qu'on n'a pas déposé aucune pétition de demande de reconnaissance pour l'instant. Parce qu'il faut travailler, ça demande beaucoup de temps. C'est évident que les États ne veulent que rien change. Même, ils ne veulent pas accepter quelqu'un d'un changement climatique. Ils ne veulent pas les changements. Parce que les changements provoquent des problèmes, tout. Mais quand même, il y a une réalité à gérer. Ce qui se passe en Catalogne, c'est réel. Ce n'est pas une invention. Je comprends qu'il y a des États qui n'aiment pas ce qui se passe, qui ne sont pas commodes. C'est vrai, je peux accepter ça. Mais quand même, ça est réel. Et est-ce qu'on a le droit de se demander qu'est-ce qu'on veut être dans l'avenir? À mon avis, oui. Parce que ça, c'est dans les fondements, la racine de la démocratie, de poser la question, de demander à une population, à un peuple, parce qu'il y a le droit d'un peuple, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ça peut être le problème, qu'on ne voit pas de majorité claire, ni dans les sondages, ni dans les élections. Mais les sondages, on peut les utiliser comme on veut. Je peux vous montrer des sondages officiels dans lesquels le désir d'indépendance c'est complètement majoritaire s'il n'y a pas un propos concret de l'État.
Mais finalement, si on veut savoir combien de monde en Catalogne veut l'indépendance et combien non, pourquoi on ne peut pas se poser d'accord à organiser un référendum accordé? Je n'ai pas aucune peur au résultat. Je vais accepter quel que soit le résultat. Mais pourquoi il y a ces énormes problèmes de l'autre côté? De comprendre que la façon seule de résoudre ces questions, combien de Catalans sont à favor, à pro ou contre, c'est de faire un référendum accordé. Mais vous dites alors que vous n'êtes pas sûr de la majorité non plus. Non, non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de majorité. Moi, je suis absolument convaincu qu'on a eu déjà la majorité en 2015 et qu'on va maintenir ces majorités. Mais si finalement il s'agissait de passer de 48% face à les 39% à les 51%, est-ce que ça changerait quelque chose à la vie de l'État espagnol? Vous êtes convaincu que tout ce qu'ils ont fait, ils ont changé parce qu'il y a les 51% de Catalans qui veulent l'indépendance? Est-ce qu'ils vont respecter les résultats? Soyons honnêtes. Ce n'est pas question de pourcentage, c'est la question de si on a les droits ou non de poser la question. C'est ça le problème. Sur l'Europe, il y a quelques jours, dans un entretien, vous avez dit que c'est un club de pays obsolètes et décadents. Quel pays est-ce que vous avez en tête? Non, non. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une révolution maintenant de la numérisation, cette nouvelle vague qui change notre vie complètement, a changé l'université, a changé la façon dont le monde étudie, a changé l'économie, a changé la banque, a changé le commerce, a changé le tourisme, la culture, les relations sociales, a changé tout. Mais pays décadent, ça veut dire quoi? Non, donc un pays qui est incapable de se transformer et de faire le même qu'ont fait tous ces autres systèmes, l'Espagne, et les États-nations qui sont en fait plus encore dans le XXIe siècle que dans le XXIe siècle, sont des exemples qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une population, au moins chez nous, quand même c'est évident, qui demande de participer et qui demande de faire de la politique, même sans être et vouloir être politique, et qu'ils veulent décider et partager les décisions et participer plus souvent que uniquement chaque 4 ans à les élections. Qu'il y a aussi des outils technologiques qui permettent de consulter, de demander, de participer, que c'est une société complètement adulte du point de vue démocratique et qu'elle veut participer. Et on ne peut pas se permettre ce luxe de ne pas profiter de ces énormes capital, patrimoine que représente une société qui veut participer. Comment est-ce que vous allez aux élections? Est-ce que vous allez encore une fois pour l'indépendance sans la permission de Madrid? Écoutez, la permission de Madrid, on l'a... Ça veut dire unilatéral, oui. Mais c'est unilatéral, c'est que fait l'État espagnol. Le 155 a été l'acte le plus unilatéral de l'histoire de la Constitution espagnole. Oui, mais après les élections, c'est fini. Non, ah oui, non, ils n'ont pas dit ça exactement. Hein. Ils ont dit que si les Catalans vont réélire un gouvernement indépendantiste, on va voir si... donc, c'est pas évident. S'il reste dans la légalité. Même si les 155 perdent les élections, je exige une opinion claire des partisans de 155 que si les 155 perdent les élections, ils vont le retirer de façon immédiate. Mais ce sera évident qu'on doit écouter ce que les Catalans veulent nous dire. Mais c'est quoi votre programme? Le programme, c'est de continuer le chemin qu'on a commencé, pas le 1er octobre, mais le septembre 2015. C'est-à-dire de faire un État indépendant. D'après un sondage récent, 24% des Catalans veulent continuer avec le procès. C'est pas beaucoup. Ça dépend des sondages, ça dépend qui fait les sondages, ça dépend de la question. Oui, mais 24, c'est quand même très peu. Mais c'est pas... Bon, il faudrait avoir des autres sondages que moi j'ai ici pour voir qu'il n'y a pas... C'est pas vrai qu'en 24% de gens sont partisans de l'indépendance. Il y a presque une majorité qui est partisan de l'indépendance. Mais c'est évident que tout le monde, et moi-même aussi, une majorité de Catalans, la priorité c'est de faire ce chemin avec un accord, étape par étape, avec un dialogue. Comme vos amis du NVA ici en Belgique, étape par étape. Bon, je ne veux pas parler de la politique des autres pays, je ne veux pas parler,
mais je ne connais pas. Eux, ils sont dans le profondément. gouvernement, hein, régional, fédéral. Il y a Vous êtes ici. Oui, oui, mais il y a des différents exemples dans le monde que peuvent aider à régler la situation en Catalogne. Il y a des exemples dans le monde dans lesquels on peut continuer à être, par exemple, catalan dans l'Espagne. Le problème, c'est que pour continuer à être espagnol, on nous demande de cesser d'être catalan. Donc, c'est évident. Qui dit que vous devez cesser d'être catalan? Non, non, le système espagnol, à partir de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, nous dit la façon dont vous, Catalans, voulez continuer à être espagnol, ce n'est pas possible. Donc, pour être espagnol, vous devez renoncer à être comme vous voulez être, donc à être catalan. Qu'est-ce que ça veut dire être catalan? Donc, être comme être flamand, comme être français, comme être suisse, c'est qu'on veut chaque peuple. Est-ce qu'on n'a pas les droits, comme des autres communautés humaines, de se gérer par eux-mêmes et de dire que ma langue, que ma culture, que mes institutions, que mes systèmes de santé, que mes systèmes d'enseignement, que mes réseaux de routes peuvent être mieux gérés par nous et qu'on veut attendre leurs citoyens d'accord à leurs besoins? Est-ce qu'on doit revendiquer cette évidence? C'est ça être catalan. C'est que, par exemple, en ces mois, qu'il y a une vague de froid à Catalogne, de pouvoir appliquer une loi qui a été suspendue par la Cour constitutionnelle qui permettait d'aider les familles les plus pauvres à faire face à cette menace. C'est ça être catalan. C'est attendre tous les gens qui n'ont pas les possibilités d'aller en avant et d'avoir un système énergétique qu'on veut. C'est ça être catalan, c'est ça. Donc le droit de pouvoir arriver à des accords avec des autres pays avec lesquels on partage des intérêts commerciaux, économiques, sociaux, Mais donc, culturels. votre programme pour les élections, c'est continuer avec l'indépendance, le projet. Mais bien sûr qu'on peut continuer. Parce qu'il y a pas mal de Catalans qui veulent peut-être parler de l'économie, des problèmes sociaux. Est-ce que c'est le même? C'est-à-dire, les programmes vers l'indépendance, c'est parce qu'on est arrivé à la conclusion que si on n'avait pas la gestion, les utiles d'un État, on ne pourrait pas survivre. On ne pourrait pas. On voit dans ces derniers mois ce qui s'est passé lorsque l'État a géré les intérêts des Catalans. On voit directement ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que les deux choses sont liées. Vous n'aimez peut-être pas les sondages, mais... Ça dépend des sondages, c'est qui le fait. Oui. Mais il y a beaucoup mais ils de ne sont sondages pas dedans. optimistes. Pour votre liste, Junts per Catalunya, vous auriez une 14% des votes, ça veut dire une 4e place. Ça veut dire qu'après les élections, vous n'avez pas l'autorité pour jouer le rôle de protagoniste. Bon, on va voir, parce qu'on a présenté cette liste il y a une semaine à peine. Donc c'est un projet à nouveau. Et on va voir, parce que je suppose qu'ici on dit le même, les véritables sondages, ce sont les élections. On va voir. Vous êtes ici en Belgique, mais vous avez laissé derrière vous une région assez divisée. J'ai parlé à pas mal de Catalans, des citoyens normaux, qui ont témoigné d'une tension sociale. Ils ont témoigné, par exemple, des querelles en famille, des amis qui ne se parlent plus, des voisins qui s'évitent dans la rue, par exemple. Votre projet divise? Mais justement, au contraire, est-ce qu'on peut dire, je vais poser la question à l'inverse, est-ce que le projet de l'unité de l'Espagne divise les Catalans? Est-ce qu'a été la dépendance de l'Espagne? Est-ce qu'a été cette vague d'autoritarisme de l'État espagnol qui peut provoquer cette division? Moi, je crois qu'a été justement ça, parce qu'on a parcouru ce chemin. Vous avez vu les démonstrations pendant 7 ans, avec des millions de personnes, en complètement convivientiel, pacifique, pendant 7 ans. Donc, ce n'est pas le visage d'une société divisée. Mais est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'il y a un travail de réconciliation à faire? Ah, bien sûr, toujours. Parce que nous sommes fiers d'être une société avec une profonde cohésion sociale. On a reçu, dans les dernières années, une vague de migration importante et on a été capable de le bien gérer. Et on est fiers d'être une société complètement plurielle, avec beaucoup d'origines, avec beaucoup de langues, avec des familles comme la mienne, avec des racines
partout, notre société, en fait, presque 80% des gens ont leur père, leur mère ou leurs parents qui ont des racines dehors de la Catalogne. Vous ne croyez pas qu'elle est divisée maintenant, la société? Des amis qui ne se parlent plus, c'est quand même... Mais si vous posez... il y a des exemples, je connais des amis qui ne se parlent pas plus à partir d'une querelle de football et les débats sur si on doit être ou non à l'OTAN. Si c'est la politique qui est à la cause, c'est quand même... Mais la République ou la monarchie, sur la violence de l'État. Bien sûr qu'il y a dans les sociétés démocratiques des débats, et parfois des débats profonds. Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de débats profonds dans les élections à la présidence de la France? Il y a eu des énormes débats, même dans les familles, ou dans les cas du Brexit. Mais il y a eu des grands débats à l'intérieur. Alors, vous reste un rôle pour concilier les gens, si vous retournez. Ah oui, mais s'il vous plaît, ceux qui sont plus capables de réconcilier, ce sont ceux qui ont renoncé à la violence. Et ceux qui ont utilisé la violence et l'imposition ne sont pas les plus autorisés à réconcilier la société. Au contraire, sont en danger. Vous allez maintenant dans les élections. Maintenant, la campagne pour les élections commence. Est-ce que vous pensez que vous avez commis des erreurs? Est-ce que vous allez changer votre stratégie? Oui, il y a des erreurs, bien sûr. Par exemple, on a cru, hier, je relis la conférence que j'ai prononcée à Madrid au début de cette année 2017, un article que j'ai publié avec le vice-président dans le journal Le País. On a dépensé beaucoup de temps à quelque chose qui était impossible, c'est d'insister à un dialogue. Insister, d'offrir tout, parler de tout et commencer à parler politiquement avec Madrid. Mais le dialogue va venir, hein? Il y a une commission qui va voir si on peut changer la Constitution. Mais avec les Catalans ou sans les Catalans? Avec la majorité des Catalans ou non? Vous savez hier, le Conseil de l'audiovisuel a publié les données de la pluralité du média public espagnol. Vous savez combien de pourcentage la télévision publique a invité dans leur débat de partisans de l'idée d'un référendum? En 2%. Il y a des chaînes espagnoles qui ont convoqué en 0%. Donc, vous savez quelle est la réalité dans l'Espagne. Oui. Alors, les erreurs. Les erreurs. Qu'est-ce que vous avez changé? C'est de croire qu'il y avait plus de possibles de chances qu'une société espagnole, après 40 ans de démocratie, comprendrait et était disposée à parler d'un problème que peut-être ne le plaît pas, mais qui existe. On doit changer peut-être cette stratégie. On a compris qu'en face, il n'y avait pas un État qui va respecter les règles du jeu de la démocratie. Et donc, on doit comprendre qu'on doit dépenser encore un parcours très important et que les institutions catalanes sont la priorité à protéger. Et peut-être, moi, j'ai essayé de convoquer des élections lorsque j'ai lu les contenus de cet article 155, et j'ai vu l'énorme danger que ça peut représenter par nos institutions. Ça, c'est la priorité à protéger. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce qu'a fait l'État, c'est vraiment contraire à la Constitution, au pacte de l'année 1978. Ils ont effacé à la pratique nos institutions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, protéger nos institutions? De résister là. Peut-être si on aurait la possibilité d'effacer cet article 155, j'ai essayé de convoquer des élections pour empêcher l'article 155, donc on aurait dû faire et insister sur ces points. Ce qu'on a construit en Catalogne ces derniers 40 ans, 30 ans, a été si important. La récupération de nos institutions, qui étaient en exil en France, qui venaient de la République, qui ont vu comment un président de la Généralité a été fusillé par Franco, qui ont connu beaucoup de souffrances. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se conjurer, je ne sais pas si c'est dit en français comme ça, on doit s'engager à le protéger, même s'il y a un énorme pouvoir en face, médiatique, économique,
politique que le menace. Ça veut dire combattre pour la Catalogne, c'est ça? Et combattre, ce n'est pas un mot que j'aime Non, pas, non, parce que je suis pacifiste. Bon, merci pour cette interview, monsieur. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. On vous a acheté une bouteille du vin français. Merci. Merci.